Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mais aussi que votre week-end fut excellent. On se retrouve aujourd'hui pour Dev Café, l'émission autour de l'actualité du développement mobile. N'hésitez pas à liker cette vidéo et bien à penser à l'abonnement. Et tout de suite, je vous propose que l'on regarde les différentes actualités de ces derniers jours. Pour commencer, on va s'intéresser à une interview que le PDG d'Apple, c'est-à-dire Tim Cook, a donnée à un média hollandais. Et il y parle des langages de programmation. Et selon lui, il faudrait tout simplement que ces langages de programmation soient appris dès l'école primaire. Mais avant de détailler, je vais vous donner ces différentes citations. Il indique « Je pense que tout le monde devrait connaître la programmation avant d'atteindre les grandes écoles. Et je pense même que cela devrait être fait dès l'école primaire. Il s'agit du seul et unique langage universel. » Et il ajoute par ailleurs que c'est un moyen d'exprimer sa créativité. Et ce n'est pas la première fois qu'il évoque ce sujet, puisque déjà en 2019, il indiquait que la programmation devrait être apprise au même titre que des maths ou de l'histoire. Mais la réelle raison pour laquelle il indique tout cela, c'est que d'ici à 2026, il devrait manquer rien qu'aux États-Unis près de 1,2 million de développeurs logiciels. Donc on comprend bien que là derrière, Tim Cook essaye de dire que c'est pour les enfants, que ça va leur être bénéfique. En réalité, c'est peut-être des visions un peu plus moyen terme, long terme pour sa société et tout simplement une future pénurie de main-d'œuvre. Android 14 devrait sortir presque dans un an, mais on a déjà quelques petites infos qui viennent de sortir à son sujet. La première, c'est que le codec qui s'appelle AV1 devrait être obligatoirement supporté par tous les nouveaux téléphones. Et la deuxième, c'est que le support du 64 bits serait obligatoire. Alors si on revient un peu plus dans les détails, c'est notre fameux Michel qui a trouvé ces informations-là dans ce qu'on appelle l'Android Compatibility Definition Document, donc le CDD. Et dans ce document, on peut y lire la phrase que vous voyez juste ici à propos du codec qui s'appelle AV1. Donc toutefois, il ne précise pas si c'est un décodage logiciel ou matériel, mais a priori c'est plutôt un décodage matériel dont il est question ici. Et pour ce qui est de la partie 64 bits, on a vu dernièrement des commits passer, notamment autour de la future tablette de Google qui ne supporterait que ce 64 bits. Donc on pourrait imaginer que ce soit désormais le cas pour toutes les applications. Juste pour revenir sur le codec AV1, si toutefois vous ne le connaissez pas, côté YouTube, c'est utilisé principalement pour les vidéos qui sont en 4K, 8K, parce que ça permet d'avoir un algo de compression qui est tout de même assez conséquent. Mais là, l'idée, ce serait potentiellement de pouvoir le généraliser à des définitions inférieures. Et donc, bien, pour cela, il faut forcément que les téléphones puissent le supporter. Donc, ça permettrait non seulement d'économiser sur la bande passante, mais aussi pour YouTube, et on peut les comprendre, ça pourrait permettre de réduire la quantité de stockage utilisée. Donc finalement, ce serait un peu bien pour tout le monde. Donc voilà les premières infos que l'on a sur Android 14, qui devrait sortir en août, voire septembre 2023. Donc on a encore notre temps, sachant que la bêta devrait normalement sortir en mars. On poursuit côté Android avec Facebook et la WebView. Alors là, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Parce que si vous vous souvenez, eh bien, il y a des trackers qui sont injectés dans le navigateur in-app. Et justement, il est question de cette WebView. Et ce que Facebook annonce, c'est que jusqu'à présent, ils utilisaient la WebView qui est fournie par Android, sachant que l'avantage d'Android, c'est que le composant WebView est mis à jour à travers le Google Play. Et c'est plutôt intéressant puisque les mises à jour de sécurité viennent sans avoir à mettre à jour tout le système dans sa globalité. Mais d'après les retours de Facebook, a priori, les gens mettraient à jour l'application Facebook. Par contre, pour ce qui est de Chrome et de la WebView, ils ne le feraient pas aussi fréquemment et ça pose en toute logique des problèmes de sécurité, comme vous pouvez assez logiquement le comprendre. Et c'est pour cette raison que Facebook a voulu non plus utiliser la WebView, mais créer son propre navigateur en forquant Chrome et tout simplement en embarquant ce navigateur à l'intérieur de l'application Facebook. Et cela devrait arriver dans les prochaines semaines parce que pour le moment, c'était uniquement des tests. Les raisons qu'ils mettent en avant sont relativement logiques, à savoir tout ce qui est autour de la sécurité, mais également autour de la stabilité. Pourquoi? Parce que il y a une grosse subtilité autour de la WebView dans la mesure où elle peut être mise à jour de manière indépendante. Donc si une application utilise une WebView au moment où il y a une mise à jour de cette WebView, eh bien Android va être forcé de faire crasher l'application pour être sûr qu'une nouvelle instance de la WebView est bien utilisée. Et ça, côté utilisateur, côté expérience, ils vont voir que l'application Facebook crash, alors qu'en réalité, c'est juste la WebView qui est forcée de se redémarrer.
Il devrait y avoir également des améliorations du côté des performances parce que lorsqu'on utilise la WebView, c'est donc un widget, une vue classique qui est utilisée, et le principe des navigateurs, c'est normalement de dire au GPU d'exécuter ce navigateur, d'exécuter le moteur de rendu dans un thread séparé. Mais avec la WebView, ce n'est pas possible. Alors qu'en revanche, en utilisant leur solution, ce sera le cas. Donc au final, c'est pour ces trois raisons, la sécurité, les performances et le problème des mises à jour qu'ils ont décidé de mettre ça en place. Donc pour le moment, c'est pas encore disponible dans les applications Facebook que vous avez potentiellement sur vos téléphones, mais ça va l'être dans les prochaines semaines. À voir toutefois quel va être l'impact sur la taille de l'application, parce que s'il faut embarquer tout un navigateur, à mon avis, ça va avoir un certain poids. On s'arrête maintenant quelques instants pour les actualités en bref. Inutile de vous refaire toute l'histoire autour d'iMessages, mais pour simplifier, Google aimerait qu'Apple utilise un protocole standard, le RCS, là où Apple refuse. Devant ce blocage, Google a implémenté certaines fonctionnalités côté Android pour contourner le problème et notamment gérer les emojis. De manière tout à fait naturelle, Apple s'est attribué les lauriers de la fonctionnalité sur son site internet. Vraiment pas de gêne chez l'entreprise de Cupertino. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'application PhoneLink de Microsoft permet de faire un mirroring de l'écran des téléphones Android sur Windows grâce à la connexion USB. Mais certains modèles, essentiellement les Surface Duo et les téléphones Samsung, peuvent aussi le faire sans fil. Vraiment pratique pour vos présentations. Pour l'heure, un profil GitHub est forcément public même s'il est possible de masquer certaines informations, mais désormais il sera possible d'aller encore plus loin et de le rendre complètement invisible. Il sera toutefois possible de faire un entre-deux puisque chaque information pourra être marquée comme publique ou privée. On savait que les GAFA dominaient le marché des fournisseurs de cloud, mais les chiffres sont toujours intéressants à regarder. Selon une étude, Amazon, Google et Microsoft s'accapareraient à eux seuls près de 72% du marché européen. Dans les miettes qu'il reste, les solutions locales qui se distinguent sont SAP et Deutsche Telekom qui réalisent 2%. Suivent ensuite OVH Cloud, Telecom Italia, Orange et bien d'autres. Et enfin, le clavier de Google nommé Gboard a maintenant une déclinaison physique qui pourrait ressembler à un poisson d'avril. Concrètement, toutes les touches ont été mises sur une même ligne, formant un clavier de plus de 1,6 m de long. Il n'est pas possible d'acheter ce clavier, mais les plans sont disponibles pour que vous puissiez le reproduire chez vous. On poursuit nos actualités en s'intéressant à Stadia qui, pour rappel, va fermer à partir du mois de janvier. Et finalement, il n'avait pas que des inconvénients, ce Stadia. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un certain impact positif sur les API qui s'appellent Vulkan. Donc si vous ne connaissez pas, en fait Vulkan, c'est un peu la même chose qu'OpenGL, c'est-à-dire un framework qui permet notamment de faire des jeux, et ce, de manière cross-platform, contrairement à DirectX qui existe sur l'écosystème Microsoft. Et ce que cet article met en avant, c'est que depuis que Stadia est arrivé, finalement dans la liste des jeux qui sont supportés, sur les 407 qui sont listés, 270 sont fournis dans Stadia. Et donc Google, d'une certaine manière, a un peu forcé les éditeurs à supporter dans leur jeu Vulkan. Et ce que ça a également apporté, c'est que généralement, sur les jeux qui sont sur Stadia, il y a également un portage sur Linux qui est proposé. Alors ça peut être soit un portage via Wine, ce qui permet d'avoir une compatibilité avec les jeux qui sont faits pour Windows, et c'est notamment le cas de Cyberpunk. Mais malheureusement, cet article il a été publié en juillet, donc il ne pouvait pas savoir la situation actuelle. Donc maintenant que l'on sait que Stadia va fermer, quel va être l'impact sur Vulkan ? Eh bien, à voir, mais à mon avis, en toute logique, ça va réduire cette compatibilité qui a tout de même été très forte. Et on reste sur Stadia qui a sa propre manette que vous voyez juste ici. Et la particularité de cette manette, c'est de fonctionner en Wi-Fi. Mais avant de pouvoir fonctionner en Wi-Fi, il va falloir l'appairer. Et cet appairage fonctionne en Bluetooth. Et là, le problème, c'est que la partie Wi-Fi n'a plus aucun intérêt puisque Stadia va fermer. Par contre, ce Bluetooth pourrait servir à quelque chose. Mais le problème, c'est qu'en l'état, c'est inutilisable parce que le Bluetooth a uniquement été pensé pour l'aspect connexion, mais pas du tout pour la partie jeu. Donc quand vous allez connecter votre manette Stadia à un ordinateur, à une console de jeu, elle n'est pas reconnue comme une manette. Et ce que l'article suggère ici, ce serait que Google puisse mettre à jour ces manettes afin d'éviter de les mettre à la poubelle. Mais bon, en soi, on peut quand même l'utiliser en USB, mais disons que la partie manette serait tout de même relativement intéressant en Bluetooth. Donc à voir ce que Google va faire. Pour le moment, en tout cas, ils n'ont pas réagi. On va croiser les doigts pour éviter de générer des tas et des tas de déchets inutiles. Et pour clore ce Dev Café, le dernier sujet est autour de .NET MAUI, le système cross-platform qui permet de faire des applications pour Android, iOS, mais aussi le desktop. Mais desktop d'ailleurs, c'est uniquement Windows et Mac. Et bien, ils arrivent après tout le monde parce qu'initialement, Microsoft avec Xamarin et .NET MAUI est finalement le remplaçant de Xamarin.
et a priori les retours des utilisateurs ne sont pas aussi bons. Alors d'une part ils sont en retard, et ce qu'ils sont en train de dire, c'est que il aurait quand même fallu attendre un tout petit peu plus parce que le projet n'est pas suffisamment mature. Et pour ça, cet article liste certains commentaires qui sont dans un post sur Reddit. Et d'une manière générale, ce qu'ils mettent en avant, c'est des bugs, des crashs et différents problèmes, même autour de l'IDE, qui est tout de même assez moyen pour un tout nouvel outil. Et généralement, ce qu'ils disent, c'est qu'il aurait fallu bien attendre une bonne année avant de sortir cette version parce qu'elle n'est pas suffisamment stable, alors que pourtant il la qualifie comme telle. Et là par exemple quelqu'un dit qu'ils ont réussi à faire une application qui est déployée en production, mais ils ont dû utiliser de nombreux workarounds autour des différents bugs. D'autres mettent en avant que l'IDE ne marche pas très bien. Pour d'autres aussi, le projet manque de transparence parce que initialement ils avaient créé sur GitHub Project une vue dans laquelle on pouvait voir les différents bugs, mais ils ne le font plus depuis quelques semaines déjà. Et finalement, ce que certains d'autres indiquent, c'est pourquoi ne pas utiliser Blazor à la place. Pour rappel, Blazor, c'est la possibilité de faire des sites internet en C#, mais on peut aussi l'utiliser en mode hybride avec .NET MAUI. En gros, c'est tout simplement packager un site web dans une application, donc comme le font par exemple Cordova, Ionic et plein d'autres solutions de ce type-là. Mais là aussi, dans les commentaires, ça donne pas mal de points de vue négatifs. Donc au final, .NET MAUI qui n'avait pas reçu un accueil énormément favorable, si en plus la technologie derrière n'est pas suffisamment mature, voilà, Microsoft, pas sûr que ça donne grand chose ce .NET MAUI. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si toutefois vous avez testé, quels sont vos retours à ce sujet. Dans la dernière émission, c'est-à-dire vendredi, on revenait sur l'annonce de la fermeture de Stadia, et selon vous, l'avenir du jeu vidéo reste dans le format actuel, c'est-à-dire avec les PC et les consoles, avec 40% de vos votes. Mais pour 38% d'entre vous, ça reste tout de même le cloud gaming avec des solutions comme le Xbox Game Pass, GeForce Now ou encore Shadow. Pour ce qui est des derniers pourcents qui restent, c'est le jeu mobile, que ce soit sous la forme de téléchargement ou via un abonnement comme c'est le cas pour Apple Arcade. Et maintenant, place à la question du jour qui revient sur la déclaration de Steve Jobs. Pensez-vous que l'on doit apprendre la programmation ou en tout cas les bases de la programmation aux enfants dès l'école primaire ? Pour cela, je vous donne rendez-vous dans la partie communauté de la chaîne où vous pourrez répondre avec plusieurs choix. Si toutefois votre choix n'est pas disponible, n'hésitez pas à rajouter un petit commentaire pour me le préciser. Si toutefois vous ne trouvez pas le lien, donc c'est soit dans la partie communauté, sinon il est en commentaire épinglé. Et voilà, c'est déjà l'heure de refermer ce Dev Café. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à cette chaîne si le contenu vous a intéressé, mais aussi informé. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et vu qu'il n'y aura pas de tuto, je pense peut-être même cette semaine parce que là en ce moment j'ai pas énormément de temps, bien je vous dis tout simplement à demain et je vous souhaite une excellente journée.